Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bienvenue, on va passer un petit moment ensemble déjà pour regarder le procès Goldman, le dernier film de Cédric Kahn qui a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année. Et puis pour tous ceux qui le souhaitent, je vous invite à rester à la suite du film pour qu'on en discute ensemble, je vais vous livrer une petite lecture du film et puis il y aura un moment d'échange, de débat autour. Je pense que ça peut être assez vif et animé parce qu'on a là une affaire qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, qui est un moment assez décisif de la vie politique française au milieu des années 70, qui est sujette à des controverses toujours actives aujourd'hui. C'est une affaire qui n'a pas été complètement tranchée, qui a eu des suites, et beaucoup de publications dessus et qui est encore vive et douloureuse pour beaucoup. Ce procès Goldman, c'est évidemment l'affaire qui tourne autour de Pierre Goldman, qui était un activiste de la gauche révolutionnaire française dans le sillage de mai 68 et qui caractérise comme ça une sorte de dérive de l'extrême gauche au milieu des années 70 qui va, même fin 60, début 70, qui va se commettre dans le banditisme, la criminalité, la clandestinité, etc. dans une fin de parcours assez cabossée dans le sillage de mai 68. Il y a eu deux procès Goldman, celui que vous allez voir là, qui s'appelle le procès Goldman. En fait, il faut savoir qu'il y en a eu deux. Un premier, qui a été brisé dont le jugement a été brisé pour vice de forme. Et là, c'est le deuxième procès Goldman qui a lieu à la cour d'assises d'Amiens en novembre 1975. Alors pourquoi ? Parce que Pierre Goldman avait été accusé d'avoir conduit une série de braquages dans des officines et pharmacies parisiennes, dont l'une avait conduit à la mort de 2 pharmaciennes entre décembre 69 et janvier 70. Donc il est une première fois jugé et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis le jugement est brisé pour vice de forme. Et il y a un deuxième procès qui a lieu quelques années plus tard, en novembre 75, cour d'assises d'Amiens. Et là, Pierre Goldman est devenu une figure, il est entouré d'une aura. Il est défendu par la gauche culturelle. Simone Signoret assiste au procès, par exemple, parce qu'il a écrit en prison un ouvrage qui a eu beaucoup de répercussions, qui s'intitule « Souvenir obscur d'un juif polonais né en France », qui aura une répercussion telle qu'il va devenir une figure très défendue de la gauche culturelle. Après ce procès, son aventure continue, on en parlera par la suite, mais simplement pour vous dire que ce moment cristallise les tensions et réveille aussi les clivages politiques les plus profonds qu'il y a dans la société française. C'est pour ça que le film est très intéressant, parce qu'il investit comme ça un nœud, une sorte de point névralgique où se nouent beaucoup des passions politiques françaises. Donc là-dessus, c'est très intéressant. Vous allez voir que le procès Goldman, il a lieu à huis clos, mais sont présentes beaucoup de factions politiques. C'est aussi le théâtre d'un affrontement entre l'extrême gauche et l'extrême droite, d'une forte polarisation à ce moment-là qui résonne beaucoup avec aujourd'hui. Cédric Kahn, qui est un cinéaste assez intéressant, qui a traversé comme ça le cinéma français, qui est aussi un acteur par ailleurs, qui a traversé le cinéma français d'abord dans un cinéma d'auteur assez identifié, puis qui ensuite a accédé à de plus grosses productions, revient ici à un cinéma qui investit l'espace du procès comme une sorte de théâtre d'argumentation, où on s'écharpe, où la parole est à la fois une arme et une façon de convaincre. Il s'attache à Pierre Goldman comme un sujet complexe, un personnage qui est incapable de se défendre, qui se dessert lui-même, qui s'accuse en quelque sorte et qui est
voilà, qui se dessert beaucoup dans une attitude extrêmement arrogante, hein, qui ne plaide pas beaucoup pour lui. Et il y a une façon comme ça de filmer le procès avec un fond d'éloquence à la française, en quelque sorte, une tradition de parole qui va s'incarner ici dans des affrontements, dans aussi des clivages politiques et dans un rebondissement constant entre les différents acteurs du procès. Vous verrez aussi que l'avocat de Pierre Goldman, maître Georges Kiechman, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, est incarné dans le film par un autre cinéaste, un jeune cinéaste qui a tourné 2 longs métrages jusqu'à maintenant, qui s'appelle Arthur Harari, qui n'est pas un acteur de profession, mais Cédric Kahn reflète à travers lui une dimension, voilà, vous allez voir, qui est très intéressante. C'est une sorte de 2 figures qui s'opposent. Georges Kiechman, qui est un avocat calme, intense, anxieux et concentré, et puis Pierre Goldman, son client, qui lui est éruptif, incontrôlable. Il harangue la foule, il a une sorte de caractère très, très explosif. Voilà, ce sont vraiment deux personnalités qui s'opposent. Et puis, le procès Goldman, c'est une histoire juive aussi, quelque chose qui se relie comme ça à l'histoire de l'Europe, qui soulève, qui convoque une scène beaucoup plus vaste, qui est celle aussi des Juifs d'Europe, de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et à partir d'un seul personnage, petit à petit, s'ouvre quelque chose de plus en plus vaste qui a à voir avec l'histoire des minorités, tout un complexe historique et politique qui va en s'élargissant au fur et à mesure du film. Voilà, donc on a posé quelques petits points de repère. Je vous invite maintenant à regarder le film. On va regarder le film ensemble. Et puis on se retrouve par la suite pour ouvrir tout ça, donner une espèce de lecture de ce qu'on a vu. Et puis en discuter. Peut-être qu'il y a dans la salle des gens qui ont vécu cette affaire, qui en ont entendu parler à l'époque, qui se sont passionnés pour ça. Enfin voilà, je pense que les discussions peuvent être très riches. Je vous souhaite un bon visionnage et puis on se retrouve dès que c'est fini pour en discuter. Voilà, bon film et à tout à l'heure. D'abord, pour situer le film, on peut commencer par remarquer que c'est un film de procès, un film de prétoire, de tribunal, qui est un genre caractérisé quand même. C'est une veine qui existe, qui a toujours existé. On la connaît dans le cinéma américain, dans plein d'autres pays. Elle existe en France, mais il semble que dernièrement, dans le cinéma français, le film de procès reprend une sorte de vitalité. Enfin, en tout cas, on a plusieurs exemples récents qui indiquent, que quelque chose résonne dans cette forme-là. Il y a une recrudescence des films de procès. Alors, ce procès Goldman, récemment, il y a eu la Palme d'Or, l'Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui a eu un certain succès. La dernière Palme d'Or, je veux dire. Il y a eu peu de temps avant Saint-Omer, d'Alice Diop, etc. Enfin voilà, il y a quelque chose qui travaille dans ce genre procédural, dans cette forme-là où plusieurs questions se posent. Alors évidemment, c'est un genre qu'on connaît surtout par le cinéma américain, qu'il a beaucoup mis en scène. C'est souvent un genre très théâtralisé, où la parole est distribuée à travers divers intervenants, où il est toujours question d'établir une sorte de vérité et même de verdict, puisque la mécanique du procès mène logiquement à l'édiction, à la prononciation d'un verdict, donc un genre qui pose la question: peut-on établir une forme de vérité? Est-ce qu'on peut, par la friction des paroles des témoins, par la dialectique de l'accusation et de la défense, est-ce qu'on peut cheminer comme ça vers une question, un fait qui nous échappe, quelque chose qui a été dérobé à la vue de tous et qui est un crime, une accusation. Là, en l'occurrence, dans le procès Goldman, c'est un double meurtre. Essayer de retracer un événement qui a été vécu, mais par divers moyens, dont le plus évident, le plus
fort est celui de la parole. Donc, bon, le genre du film de procès, c'est un genre souvent assez problématique, on l'a dit, théâtralisé, enfin en tout cas qui a où la mise en scène est toujours dépendante d'une autre mise en scène qui est celle du tribunal en lui-même, hein, puisque voilà, c'est un espace solennel où la parole circule selon des règles très précises. Voilà, il y a tout un rituel, hein, qui est inclus déjà dans l'espace du tribunal, et donc souvent le film de procès adapte sa mise en scène à la mise en scène judiciaire, hein, donc il y a quelque chose à la fois théâtral, solennel, très directif, et souvent, que ce soit dans Anatomy of a Murder, d'Otto Preminger, il y a des grands exemples comme ça de films de procès américains. Souvent, l'un des enjeux, c'est c'est d'échapper un petit peu à cette théâtralité du huis clos, à cette théâtralité de la salle de tribunal, de la salle de procès. Que ce soit en allant un petit peu vers l'extérieur, en continuant avec une enquête, ou typiquement avec des flashbacks aussi. Souvent les témoignages, on fait venir des témoins à la barre, et puis en témoignant, hein, le film nous projette comme ça dans ce qui s'est passé. Donc souvent il s'agit d'arriver à trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Ici, un parti pris de Cédric Kahn, ce qui est assez intéressant, c'est vraiment d'assumer complètement le huis clos. Il n'y aura pas d'extériorité, et l'élément primordial, c'est bel et bien la parole, ce qui sera dit, hein, et il y a évidemment un rapport à ça qui est très fort, très intéressant, parce que les partis pris du film sont des partis pris assez simples. C'est une sorte d'épure, en quelque sorte, hein. Il y aura très peu de passages en dehors du tribunal. Ce sont plutôt de l'ordre de... Voilà, la première scène au tout début, on y reviendra. Il y a plusieurs petits moments qui sont des intermissions, des pauses comme ça, ou voilà, des moments de ponctuation où on sortira un petit peu du prétoire. Mais tout le film se passe dans cet espace de la cour d'assises d'Amiens, hein, qui est reconstitué. Il s'agit de reconstituer vraiment le procès en lui-même comme un bloc, un seul espace d'échange, de discussion, d'interrogation, de témoignages, etc. Mais encore une fois, avec des partis pris très simples, hein, c'est une unité de temps et de lieu. C'est vraiment la progression, comment le procès se déroule, avance, etc. Et on reste comme ça, avec simplement ce qu'on appelle les minutes du procès, les échanges, la parole, les témoins, la salle, etc. Tout est vraiment concentré. Donc il y a une façon d'assumer comme ça le fait de ne pas relier forcément cet espace-là à une réalité extérieure ou à des faits simultanés qui se passeraient en dehors. Non, on reste à l'intérieur, et c'est un vrai parti pris d'épure et de concentration. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on pénètre la matière du procès en elle-même. Et surtout, Cédric Kahn, avec ce film, ne s'empresse pas d'édicter un verdict ou de nous mettre d'un côté particulièrement. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il va faire planer de doute, hein. À aucun moment le film va nous dire, on entend le jugement à la fin bien sûr, mais le film ne nous dit pas s'il a commis ces meurtres ou pas. En tout cas, lui, il s'en défend, il se prétend innocent, on reviendra là-dessus aussi, mais il n'y aura pas le film ne tranche pas. Elle laisse le spectateur un petit peu par rapport à cette matière, presque une matière d'archive, qui est remise en scène dans le cadre d'une fiction. Le film s'assume délibérément comme une fiction, c'est le petit carton final qu'on aura eu, mais ce film de procès ne vise pas à embrasser une cause en particulier. Il nous met face à ce drôle de personnage, ce curieux accusé qu'est Pierre Goldman, qui est quand même un sujet à la fois extrêmement complexe, romanesque, bien sûr, c'est dit dans le film, et très instable, on verra pourquoi.
et nous replonge par rapport à la teneur de ces échanges et surtout à la zone de doute, la zone d'hésitation, qui est vraiment le cœur du film. C'est-à-dire en quoi ce personnage qui ne plaide pas pour lui, qui ne se défend pas et qui presque s'amuse à se rendre antipathique, désagréable, âpre auprès de la cour, voilà, est aussi le dépositaire d'une stratégie extrêmement paradoxale. Donc c'est cette hésitation-là que le film, voilà, il en fait son objet principal. Alors, là-dessus, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire. On est dans le cadre d'une reconstitution qui joue presque le côté archive, avec cette texture années 70, les vêtements d'époque, etc. Il y a une façon comme ça de ne pas se fondre dans l'espace très solennel du théâtre où voilà, qui implique comme ça des cadres très stricts, voilà, un dessin très délimité, des échanges, etc. Cédric Kahn, il prend un autre parti qui est celui d'une caméra un peu à l'épaule, presque une caméra voilà, je dirais d'archives, d'infos, etc. où ça va être l'éloquence, la force des échanges, les rebondissements de la parole qui l'intéresse, et sa caméra, bon, des fois si elle est un peu posée, elle est plus dans la friction des échanges, avec beaucoup de gros plans et un sentiment un petit peu presque de fabriquer des archives, de reconstituer le moment. Alors après, le rapport à la réalité historique, il est plus ou moins, voilà, il est globalement sérieux, mais il y a quand même, il y a eu des questions qui se sont posées par rapport à ce procès-là et à est-ce qu'il est historiquement vérifiable. Enfin, il y a en tout cas des petites discussions. Il y a eu une interview dans le journal Le Monde dernièrement qui était très intéressante. Je vous recommande d'aller la voir, mais une interview de Christiane Goldman, donc la femme qui était l'épouse de Pierre Goldman, qui affirme qu'elle n'était pas présente à ce second procès. Elle était au premier, mais elle n'était pas là au deuxième. Alors, vous voyez, il y a des scènes entières où elle témoigne même. Elle vient même témoigner à la barre. Donc, voilà. Ça, je dirais, c'est pas très grave. On est dans le cadre d'une fiction. Un film, c'est une œuvre. Il peut avoir un rapport, un certain rapport avec la réalité historique. Et il doit quand même la respecter, mais il peut aussi avoir des zones fantasmatiques. D'autant plus que ici, on verra que cet espace du procès est aussi. C'est là où je vais essayer d'en venir petit à petit, étape par étape. Est aussi une sorte de boîte mentale. Quelque chose où ce qui est en jeu, c'est l'analyse, presque l'auto-analyse du sujet lui-même. On verra un petit peu comment on vient jusque-là. Mais tout d'abord, si on se replonge au début du film, on n'est pas tout de suite dans le procès in medias res, comme on pourrait dire, mais on assiste d'abord à une discussion entre les deux avocats, donc Francis Chouraqui et puis Georges Kiechman, qui est joué par Arthur Harari, où le portrait de Pierre Goldman commence in absentia, c'est en son absence, quoi. Et ce sont les deux avocats qui parlent et qui lisent un courrier de l'accusé, de leur client, de celui qu'ils défendent, qui récuse, qui se défait de la défense de Georges Kiechman, un courrier que l'avocat ne prendra pas au sérieux, il va assurer sa défense quand même, mais qui pose d'emblée un personnage particulièrement instable, tout en revirement, tout en en effet de théâtre déjà, en quelque chose, en effet de manche, enfin tout en coup comme ça, en spontanéité, et un personnage très éruptif et presque insaisissable, qu'on va découvrir par la suite, qui va arriver au moment du procès. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en film, Cédric Kahn montre le moment où on emmène Pierre Goldman dans le prétoire. C'est une entrée en scène, très visiblement. On le fait traverser des couloirs, on le fait monter à cette arène. Et il y a quelque chose je dirais pas du comédien, mais de la bête de scène qui est déjà
en train d'accéder presque à cet endroit de pleine lumière où il va pouvoir interpréter son numéro. Ou en tout cas crier sa vérité. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ensuite, il y a dans toute la construction du film, la façon dont il avance, on retrace le passé du personnage, les témoins viennent à la barre, il y aura la question de l'enquête aussi qui est remise en cause, etc. Il y a plein d'aspects qui sont très intéressants. Mais il y a ce parti pris qui est celui de Pierre Goldman, de renverser un petit peu les règles du procès, de la justice, de par, voilà, puis il y a l'interprétation aussi faut en parler un petit peu, de l'acteur qui joue Pierre Goldman, qui est Harry Vortalte, qui lui donne un côté très âpre, très vitupérant, comme ça, qui pousse sa harangue et qui tout de suite électrise la salle, qu'il est déjà en grande partie, parce qu'il y a des supporters d'un côté, puis des adversaires de l'autre, mais il y a une ambiance électrique dès le début qu'on ressent comme ça. Et très vite, l'enjeu de, voilà, ce que Pierre Goldman s'attache à faire, c'est renverser les règles du procès, c'est de dénoncer en quelque sorte le dispositif judiciaire et de demander qu'est-ce que vous jugez, quoi, sur quoi porte le jugement, qu'est-ce qu'on juge dans un procès. Vous jugez des faits ou vous jugez une personne, hein. Il se refuse à être considéré selon un certificat de bonne moralité. Il assume ses erreurs, il assume d'avoir traîné dans le banditisme. Il ne veut pas qu'on dresse un portrait positif de lui, etc. Et il subvertit, comme voilà, la tradition politique dans laquelle il s'inscrit, la gauche révolutionnaire, il subvertit le dispositif social, le dispositif de représentation sociale qui est un procès, qui est la salle du procès. Voilà. Et il tient précisément à ce que on ne juge pas la personne, mais on juge bien des faits. Et ça, c'est très intéressant parce que ça casse complètement toute la dynamique, hein, de la machine judiciaire qui se met en place, des témoins qui, à chaque fois, sont renvoyés à leur subjectivité, à leurs imprécisions, et puis de la police aussi, à ses partis pris, au moment où on recueille les témoignages en garde à vue, etc. Enfin, voilà, façon de renverser les règles comme ça, qui est assez intéressante. Et puis il y a plusieurs choses plusieurs courants qui se concentrent dans ce personnage extraordinaire. C'est peut-être un des objectifs aussi de ce film de Cédric Kahn. On a l'impression, c'est d'approcher ce drôle de personnage qui est un personnage principal, mais dont on ne partage pas l'intériorité, dont on ne partage pas voilà, on n'est pas exactement avec lui de son côté. Ça aurait été une erreur, ça aurait été trancher et prendre parti dès le début du film. Mais on l'aborde un peu comme on disait une bête de scène tout à l'heure, avec cette distance un peu curieuse de voir comment est-ce qu'il réagit, qu'est-ce qu'il va dire. Il a une éloquence remarquable, il a un verbe très articulé, on le voit. Mais voilà, il y a une façon aussi de... comment est-ce qu'on va éplucher ce sujet complexe qu'est Pierre Goldman, couche par couche, hein, qu'est-ce qu'il va révéler? Alors déjà, il y a son histoire, bien sûr, le fait de venir d'une famille juive polonaise, le fait que ses parents ont participé à la résistance, ont été des résistants héroïques, et cette espèce d'exemple énorme, complètement écrasant de cette histoire de laquelle il vient, qui est pour lui une forme de traumatisme. Il parle de la meurtrissure d'être juif, il y a une forme de scission à l'intérieur du sujet, puis il y a toute une partie de psychiatrie, hein, qui s'attache à lui au début. C'est un portrait psychiatrique qui, en effet, c'est un sujet dépressif, instable, on l'a dit. Il a fait des séjours en hôpital psychiatrique. Il y a une lettre d'un psychiatre qui parle d'un personnage dissocié. Voilà, donc schizophrénie, paranoïa. On est quand même dans une cage psychanalytique, hein, qui se ferme autour de lui. Il y a évidemment l'effet de braquage,
voilà, toute l'histoire politique aussi qu'il représente, donc psychanalyse, politique, et puis plus on épluche ce personnage, plus on fouille dans sa complexité, plus on se rend compte aussi qu'il y a des courants historiques qui le traversent. L'histoire des Juifs d'Europe, et puis un certain malaise, une certaine révolte, une insurrection dans la société française. C'est un insoumis. Il n'a pas voulu faire son service militaire, il s'y est soustrait. C'est un insurgé. Il s'identifie, intéressant aussi comme dimension du personnage, il s'identifie à la négritude. Il dit... ses amis sont des Noirs, des Antillais, ils traînent dans les boîtes antillaises, sa femme est guadeloupéenne, il s'identifie à la négritude et il dit à un moment, c'est une citation du film, nègre et juif, c'est la même chose. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc voilà, on a quand même énormément de dimensions qui se concentrent et on a un personnage qui est, voilà, on l'a dit, sujet à la dépression, sujet au délire. Et il y a un vrai paradoxe entre sa parole très articulée, ses arguments raisonnables, sa façon extrêmement habile de subvertir le dispositif judiciaire et ces faits complètement délirants qui sont de prendre les armes, d'aller braquer des commerces, des officines, la caisse des allocations familiales pour assurer son train de vie. Et on dit que c'est une analyse d'un personnage qui va petit à petit décliner toutes les strates de sa vie, toutes les strates de sa psychologie, de son intériorité dans cette salle qui est celle du procès, mais un procès qui est aussi son espace mental en quelque sorte, hein, où il va se mettre à nu, s'exposer, se dire, se raconter, comme il l'avait fait dans son livre, le livre dont on a un petit peu parlé au début. Et donc, voilà, c'est le procès que met en scène Cédric Kahn, et l'analyse est un lieu d'analyse et d'auto-analyse de Pierre Goldman. Sujet potentiellement délirant, il a des épisodes psychotiques, comme on dit, hein, et dont on va bien entrevoir petit à petit quelle est la nature de ce délire. Ce délire est historique. Il y a une histoire trop lourde, une histoire trop difficile. C'est celle de l'Holocauste, des Juifs d'Europe, celle de ses parents trop héroïques, celle de la France des années 70, où le racisme est quand même une donnée ambiante, voilà, quelque chose qui existe. Et il est à la fois impossible d'endosser à soi seul toute cette histoire, et pourtant Pierre Goldman le fait. Il endosse quelque chose qui est trop gros, qui est trop vaste, qui est trop énorme, qui est trop pesant. Et il délire cette histoire. L'histoire est en tout cas ce qui se métabolise dans le sujet sous forme de symptômes. Hein, et on pourrait dire qu'il y a d'ailleurs un drôle de jeu qu'on pourrait établir à partir de ça, entre le sujet historique, militant d'extrême gauche, qui a un parcours qui va dériver de plus en plus vers le banditisme, et le sujet hystérique, hein, qui est celui qu'on voit au cours du procès, qui est excessif, qui explose, qui va trop loin, qui se dessert, qui se rend antipathique aux yeux du jury, enfin des jurés. Et là, on pourrait presque dire que le Pierre Goldman que Cédric Kahn met en scène est un sujet historique, mais en l'écrivant avec un Y, quoi. C'est le mélange de l'hystérie et de l'histoire, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'hystériser l'histoire ? C'est ce qu'on voit un petit peu au cours du film. Donc on l'a dit, hein, ça mélange beaucoup, ça concentre toutes les passions politiques françaises qui sont encore relativement les mêmes aujourd'hui. Alors là-dessus, le film et ce serait peut-être sa limite, c'est que il est beaucoup dans une forme de reconstitution, reconstitution d'époque, tenue d'époque. Il y a un petit côté quand même, théâtre de costumes, de postiches, de perruques, etc. Avec un petit côté vintage qui est peut-être un peu artificiel, d'autant plus artificiel que justement la caméra joue le côté archive, etc. Et il oublie de trouver
une forme un peu plus affirmée qui permettrait aussi de faire plus le lien avec aujourd'hui. Hein, où là, c'est quand même très intéressant. Il y a quand même une étude passionnante de ce personnage. On l'a dit et on l'a éprouvé un petit peu par ça. Il y a la question de la judéité aussi qui est extrêmement importante, qui se distribue entre les avocats. Son Kiechman qui traite au début dans sa lettre de juifs de salon, etc. Et qui va, voilà, on va voir aussi quand même plusieurs chemins d'intégration ou non-intégration des juifs en Europe, en France, etc. Enfin, c'est aussi tout un récit qui se dessine et qui est extrêmement intéressant. Mais voilà, il y a peut-être aussi cette dimension de film qui ne trouve pas non plus complètement sa forme, qui est plus intéressant dans l'oralité, la question du verbe. Hein, où ça, c'est aussi ce qui le distingue du film de procès à l'américaine. Film de procès à l'américaine où la parole doit nécessairement mener, on l'a dit, à la vérité. Ici, c'est très marrant parce que le film range quand même à une forme d'éloquence très française et une conception comme ça où c'est dans le coup d'éclat de la parole, c'est dans l'habileté et la maîtrise du verbe et la... comment dire... le brillant du langage qu'on l'emporte. À la limite, la vérité est presque secondaire. C'est très différent des Américains. Chez les Américains, la parole est un outil pragmatique pour arriver à la vérité. Alors qu'en France, c'est à celui qui l'emporte par l'habileté, la maîtrise et oui, presque le brillant de son discours. Hein, et on le voit très bien dans le film à quel point voilà, l'éloquence est une donnée clé, quoi. Ça, c'est extrêmement frappant. Et là-dessus, le film est fort parce que y a évidemment celui qui parle, la façon dont la parole se distribue, comment on rebondit d'un personnage à l'autre, de l'avocat général, l'accusation, les témoins, etc. Tout cela est... il y a les accents aussi qui vont rentrer, comment l'accentuation du français est aussi une marque de stratification sociale, d'inscription. Bon, le père qui est joué par... Le père est assez bouleversant et joué par un formidable acteur qui s'appelle Jerzy Radziwiłłowicz, je crois, ouais, j'espère que je le prononce bien, mais qui est formidable, qu'on avait vu plusieurs fois dans le cinéma français, chez Godard, chez Rivette, etc., qui est un très très bel acteur, enfin, qui est très, très intense dans le rôle du père de Pierre Goldman. Il y a Osvaldo Barreto, là, voilà, et tous les accents qui représentent aussi voilà, la façon dont Pierre Goldman s'est revendiqué des minorités, d'être une minorité, d'ouvrir comme ça le bouquet de la langue française à l'extérieur, aux accents, aux variations étrangères. Donc ça, c'est très intéressant, la façon dont le film dessine ça. Et il y a donc la parole qui se distribue, on l'a dit, et puis il y a l'écoute. Ça, c'est beau aussi dans le film, cette façon dont, ce qui est important, c'est les visages dans la foule. Comment ils perçoivent, comment il y a un montage comme ça qui nous amène sur tel ou tel visage. On ne sait pas toujours qui c'est, même rarement. D'ailleurs, on ne dit pas qui c'est. Bon, alors, les gens très informés, qui connaissent l'affaire sur le bout des doigts, reconnaîtront le frère de Pierre Goldman, enfin l'un de ses deux frères, dont le plus jeune c'est Jean-Jacques Goldman, quoi. Voilà, donc ça c'est un truc, c'est vrai. Mais c'est pas dit, c'est pas du tout spécifié par le film. Peut-être aussi, on peut reconnaître d'autres acteurs de l'époque. Il y a Régis Debray, il y a toute la. Mais ça n'est pas. Le film n'en fait pas un effet d'affiche, un effet d'affichage comme ça où ce serait placardé et tout. Peu importe. Les visages sont relativement anonymes quand ils apparaissent, et c'est ça qui est intéressant parce que on ne sait même pas forcément où ils se situent. Si, peut-être un peu par la géographie de la salle, où on voit où sont les supporters de Pierre Goldman, et puis plutôt les supporters de la police sur l'autre côté. Mais les visages sont quand même empreints d'un coefficient d'anonymat, comme ça. Voilà, on ne sait pas qui ils sont, et l'écoute est tout aussi importante que la parole. Ça, c'est à mettre, je pense, au crédit du film. Pour moi, il n'arrive pas quand même complètement à penser
sa dimension historique et à dépasser comme ça le cadre de ce que serait une simple reconstitution. Pourquoi faire une simple reconstitution du procès? Bon, c'est une question, hein. Il y aurait peut-être voilà, une dimension plus formelle à travailler, quelque chose qui déborde un petit peu ça. Bon, ça peut être un élément de débat, par exemple, ou alors voilà, on peut parler de plein d'autres choses, mais en tout cas, voilà. Bon, je pense que j'ai fait je suis très bavard, hein, donc ça peut durer longtemps. Je veux pas non plus vous assommer avec mes propos. Jean-Paul a le micro, donc si jamais, à partir de ce qu'on a déjà dit, vous voulez dire des choses, ou ça peut être poser une question, ça peut être... Oui, j'ai vu la main là-bas. Question, pas question, votre avis sur le film, tout, voilà, c'est pas forcément... On discute, donc n'hésitez pas, allez-y. Non, je voulais savoir si le vrai coupable avait été retrouvé et combien il avait pris. Le vrai coupable de celui qui avait tué les pharmaciennes, le vrai. Puisque visiblement, Goldman, c'était pas lui, hein. Ah, mais ça... Non? Alors... on n'est pas sûr. Ah non, pas du tout. Non, ça n'a jamais été vraiment résolu, à vrai dire, hein. On ne sait pas, et c'est pour ça, et c'est sujet à controverse. C'est-à-dire toute la question, c'est est-ce qu'il est coupable ou pas? Le premier procès en 1974 avait dit oui, et il avait écopé de la réclusion criminelle à perpétuité. Le jugement avait été cassé pour vice de forme, et là c'est le deuxième procès où il est innocenté des meurtres, mais pas des braquages. Les braquages, il fait de la prison quand même pour ça après. Mais il est libéré après 6 ans. Mais il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'autres suspects à ces meurtres que lui. Moi, j'avais une question concernant le tribunal et le parti pris donc, du réalisateur pour l'endroit. Ça a été tourné dans une vraie salle d'audience, enfin, je sais pas comment dire, dans un vrai tribunal ou... Non, ça a été tourné en studio. En studio, ouais, d'accord. C'est un studio qui reconstitue. Alors, je serais incapable, je suis pas du tout spécialiste de l'affaire historiquement, hein. J'en ai lu ce que tout le monde a lu dans les journaux, etc. Je sais pas, voilà, quelle était la forme du tribunal d'Amiens. Bon, voilà, ça reconstitue le tribunal d'Amiens, mais ça a été tourné en studio. Ce qui est assez étonnant, il me semble que la lumière change de temps en temps. Oui. C'est comme si c'était éclairé par une verrière, en fait. Ouais, je sais pas si je n'ai pas tellement compris si c'était une question de réalisme par rapport au tribunal actuel ou un choix de mise en scène. Ouais. Alors ça, je serais incapable de le dire parce qu'encore une fois, je maîtrise pas du tout l'univers judiciaire de ce procès. Mais oui, c'est très juste et c'est assez frappant dans le film à quel point il y a des variations de lumière. Alors qu'on attribue un petit peu, oui, parce qu'on voit qu'il y a des baies vitrées en hauteur, donc on se dit que ça vient de là, mais ça c'est une espèce de façon de rationaliser. Mais quand on regarde le film en lui-même, c'est presque encore des effets de théâtre. C'est-à-dire, c'est des coups de projecteur, c'est presque des rythmes lumineux comme ça qui accompagnent des prises de parole. On voit que ça monte, ça baisse. C'est assez intéressant de se dire que voilà ce qui pourrait être la disposition des lieux et les ouvertures extérieures, ça renforce une forme de théâtralité. Même si, et d'ailleurs, ça fait encore partie paradoxe du personnage Pierre Goldman, c'est qu'au début il se défend de toute théâtralité, ça le dégoûte, pas de ça chez moi, etc. Mais il est lui-même une sorte de personnage hautement théâtralisé. Donc ça c'est aussi un des paradoxes. Mais comme tu dis, ça déborde quand même sur toute l'écriture du film, puisque tous les personnages, en fait, je trouve, s'expriment avec beaucoup de théâtralité. Enfin, je veux dire, c'est très écrit, en fait. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la plaidoirie de l'avocat, l'avant-dernier, celui qui a les cheveux longs, là. Ouais. Et j'avais l'impression de voir du Pagnol, enfin, c'était un truc... bon, perso, oui, il y a l'accent du Sud, ouais, voilà, ce truc des accents. Et je trouvais que, là, pour moi, ça débordait un peu, mais... ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça travaille pas un peu contre... quand même, hein, j'ai l'impression que le film prend le parti d'un certain réalisme, en fait. On a l'impression qu'il est très fidèle. Je ne sais pas si c'est le cas. On a l'impression qu'il est très fidèle à ce qui a été dit, mais après on apprend effectivement que par exemple sa femme n'était pas présente. Donc ça a été donc très écrit, je crois. Enfin, et j'avoue que
je sais pas quoi en faire, mais c'est un peu déstabilisant. Ouais. Comme... Bah, c'est pas clair. Voilà. C'est pas clair, et c'est un des problèmes, je trouve, du film. C'est-à-dire que réalisme ou pas réalisme, stylisation ou pas, où est-ce qu'il est, en fait, il franchit pas vraiment de pas clair dans une option très précise. Il y a le filmage en lui-même mime un petit peu sorte de reportage d'époque presque. Il y a des moments de plus grande stylisation. Je nuance tout de suite mon propos parce que voilà. Mais il y a quand même une option de captation comme ça qui rejoue un petit peu l'archive. Donc on se dit ah tiens, option de réalisme. Et en même temps, la dimension de la parole est extrêmement stylisée. Les personnages sont bigger than life. Ils sont incarnés de manière très ostensible par les acteurs. Donc on ne sait pas trop, et c'est une espèce de zone d'indécision. Le film aurait mérité, je trouve, à être un petit peu plus déterminé sur ce plan-là, à basculer soit du côté d'un réalisme qui s'assume comme une reconstitution rigoureuse, etc., et d'aller plus loin dans presque le fait d'inventer des archives qui n'existent pas, pourquoi pas, soit d'être complètement dans la stylisation un petit peu à la Saint-Omer d'Alice Diop, où là il y a une côté presque théâtre antique en quelque sorte, mais pour moi il n'arrive pas, voilà, il va pas assez loin là-dedans. En tout cas, il ne précise pas assez ses options, et je dirais pour moi c'est un peu la limite du film. Mais ça me concerne, je veux pas plaquer mon interprétation, mais voilà. Alors, oui, bah c'est bien, oui, il y a plein de... Je me doutais qu'avec ce film, ça ferait parler. Vous voulez intervenir ou c'est... Oui, et puis après, il y a la oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'ajout oratoire, comme vous disiez tout à l'heure. C'est assez impressionnant. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui me préoccupe assez souvent, c'est de la difficulté d'être témoin. Avec, on est sûr d'eux, on n'est pas sûr d'eux, on croit que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et on se pose souvent la question à la maison, mais non, mais tu l'as pas vu ce jour-là, ou c'était pas à cette heure-là, ou voilà. Donc ça conforte la difficulté des témoignages. Ouais. Oui, c'est très juste. Et puis il y a en fait, ce que soulève le film. Quand je disais que le film nous pose la question à nous spectateurs de qu'est-ce que c'est que juger. Sur quoi on juge des faits, une personne morale, une personne physique? Qu'est-ce qu'on juge? Il y a aussi, c'est soulevé par la question du préjugé. Avec quel préjugé on entre dans le tribunal? Qu'est-ce qui est déjà jugé avant même d'être jugé? Et chez les témoins, il y a ça. C'est-à-dire à la fois le côté très subjectif du témoignage qui peut... c'est soumis à tellement de paramètres voilà, qui peuvent bouger. Mais aussi quels préjugés ils transportent avec eux. Et il y a même ce truc très intéressant que dit je ne sais plus quel avocat à un moment, mais qu'on a toujours un préjugé positif pour les témoins et un préjugé négatif pour l'accusé. Donc c'est aussi, voilà, dans juger, il y a la question du préjugé, qui concerne aussi même le côté, voilà, les métèques, la négritude, enfin tout ce que transporte et charrie avec lui Pierre Goldman, qui se met du côté de ces minorités-là. Voilà, donc c'est une vaste question. Oui, bonsoir. Je voulais savoir à propos du personnage, donc Goldman, dans le principal rôle, on sent une présence, c'est cet acteur de la révolution, il est très inspiré de la révolution cubaine, guévariste, etc. D'accord. Mais et à ce moment-là, il y avait évidemment des gauchistes, des attentats d'extrême gauche en Europe, par exemple les Brigades Rouges, etc. Est-ce qu'ils s'en étaient inspirés à l'époque? Est-ce qu'il était en contact? Parce qu'on sent qu'il était vraiment très vivace dans ses revendications, jusqu'à aller tuer des gens, etc. Pour une cause qu'on peut attribuer à l'extrême gauche, évidemment. La question qui m'est venue à l'esprit, sa source d'inspiration de l'Amérique du Sud, est très présente dans le film, mais on ne sent pas l'inspiration française, voire européenne, de cette internationale
comme on disait, ouvrière, qui était très présente dans les mouvements des classes ouvrières en France et en Europe. Voilà. Ben oui. Alors après, j'aurais aussi des limites sur l'analyse politique. C'est pas non plus. Mais Osvaldo Barreto, en tout cas, c'est un personnage réel. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment participé aux luttes de libération sud-américaine, qui a été extrêmement présent, puis qui était un étudiant parisien aussi, hein, un étudiant en sociologie, etc. Donc c'est un personnage réel qui a connu Pierre Goldman, et Pierre Goldman l'a accompagné dans les. Mais comme Régis Debray, j'ai envie de dire, qui a fait aussi les luttes de libération sud-américaines. Voilà, il a participé à ça. C'est vrai que la question des brigades rouges ou même de la bande à Bader en Allemagne ne sont pas évoquées dans le film, mais tout ça correspond quand même à une théorie qui avait été développée dans les années 60 par les mouvements de décolonisation, les luttes du tiers-monde en Amérique du Sud. C'est la théorie de la lutte armée, de la guérilla et de la lutte armée, quoi, qui a été à un moment face aux échecs des mouvements de libération, en France au feu de paille de mai 68, en Europe à tout ce que les mouvements étudiants des années 60 n'avaient pas réussi à mener jusqu'au bout, c'est-à-dire le programme révolutionnaire, se pose la question d'une radicalisation du mouvement qui est celui de la lutte armée, qui va aussi conduire à l'entrée en clandestinité des groupes gauchistes de l'époque. Hein, et ça, ça a été théorisé, ça a été bien sûr adopté par beaucoup, et ça a été une impasse. Ça a été une impasse terrible, une espèce de compromission affolante en Europe, hein, où on a vu les atrocités qui ont été commises par ces groupes, et c'est de ça aussi que parle le film, de ce drôle de virage quand même, qu'on n'arrive pas non plus complètement à comprendre à travers Pierre Goldman, même si on voit aussi que c'est aussi un sujet traumatique, c'est quelqu'un d'extrêmement perturbé. Kiechman, joué par Harari, à la fin dit dans sa plaidoirie, non pas un être extraordinaire, mais extraordinairement tourmenté. Et on ne sait pas quel est le point de bascule entre l'engagement activiste, subversif, militant, dont on voit bien à quel point il correspond au personnage révolté qu'il est, le moment où se fait la bascule dans le banditisme, quoi. C'est-à-dire dans une démarche désespérée et quasiment suicidaire, qui a été celle de l'extrême gauche à ce moment-là. Hein, donc ça c'est une histoire qui mériterait bien des développements. Alors attendez, on va vous amener le micro, et puis il y a une question là, puis j'ai vu, hein, ça vient après juste ici. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous dire, vous avez dit que vous trouviez que le film n'était pas partisan, ce qui m'a quand même surprise, parce que moi je trouve qu'il est partisan. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une objectivité qu'on peut louer, un effort pour une reconstitution digne de ce nom, sans doute. Mais enfin, les scènes qui ont lieu en dehors de la salle de procès sont les celles de l'avocat, comme vous l'avez précisé, avec l'accusé, avec Goldman. Et on est de toute évidence, il y a une très grande empathie avec la défense, qui s'oppose totalement à ce que le spectateur est amené à ressentir pour l'accusation. Je pense que vraiment, si de temps en temps, si le spectateur peut être amené à avoir une réaction de rejet de temps à autre de ce personnage de Goldman, qui effectivement avec cet aspect très sombre et très controversé, il ne peut quand même qu'éprouver une certaine empathie avec la défense qui, elle, à la fois est en phase avec l'accusé, puisque la défense cherche à lui porter secours, enfin à le sauver d'une condamnation a priori injuste, mais en même temps maintient une certaine distance par rapport au personnage. Et je pense que là où le spectateur peut s'identifier, c'est justement avec l'avocat la défense rejetée par Goldman, qui tout au début du film est montré comme
comme étant en conflit avec l'accusé. Et ça correspond assez bien d'ailleurs avec ce filon du film américain, des films américains où on reconstitue des procès, comme justement 12 hommes en colère qui va passer ici dans quelques temps, où tout finalement avec cette insistance sur la présomption d'innocence, là on retrouve vraiment l'un des arguments majeurs de Henry Fonda dans les 12 hommes en colère. Voilà, pour moi, si on ne sympathise pas avec le personnage Goldman, tout en souhaitant qu'il soit innocent, on est de toute évidence amené à s'identifier et à apporter son soutien à la défense. Donc, de par ce fait même, on est quand même, le film prend parti, pour moi, c'est très clairement en faveur de l'accusé, en faveur de la défense. Et d'autre part, je voudrais dire aussi qu'il y a une scène qui m'a beaucoup émue, celui de la fleur, le moment où on dit que Goldman apporte des fleurs à la psychiatre. Et je suis, même si vous l'avez précisé, la femme de Goldman n'apparaît pas au procès, on est quand même sensible au moins au rapport dans toute cette violence et cette morbidité, je dirais, parce qu'il y a quand même beaucoup de violence, c'est très sombre, on est quand même sensible à cette sorte d'intrusion inespérée du féminin dans ce procès qui fait état d'une très grande violence, aussi bien verbale que physique. Ouais. Voilà. Alors, oui, merci. Je ne sais pas si le film est, comment dire, innocente Pierre Goldman. Qu'il soit de son côté, ça oui, c'est le personnage principal, et on suit le procès dans l'équipe de la défense, quoi, en quelque sorte. Mais cette inscription-là, ça ne veut pas dire, en fait, il est innocent. Quand je dis le film ne tranche pas, c'est sur l'innocence ou la culpabilité du personnage. Parce que ça, c'est laissé quand même en suspens. En fait, le film ne se prononce pas là-dessus. Et heureusement d'ailleurs. Parce que ça aurait été quand même... Il y a quand même beaucoup de débats, une controverse qui continue encore aujourd'hui sur cette question-là. Mais oui, bien sûr... Attendez, on va vous donner le micro parce que sinon, c'est enregistré tout ça. Le fait que les personnages de la salle recouvrent la voix du verdict lu par le juge, c'est pas quand même le signe, un signe que le film malgré tout pencherait plutôt vers un verdict d'innocence que vers un verdict de culpabilité. Pour moi, c'est quand même un avertissement, un signal assez fort qui semble plutôt signifier qu'on apporte son soutien à la cause de Goldman. Oui, mais c'est pas la même chose pour moi. C'est-à-dire que... On donne quand même la préséance au peuple et à ceux qui apportent leur soutien à l'accusé de manière aussi patente et aussi énergique. Enfin, aussi... Oui, mais c'est bien la question de où se porte le jugement. Est-ce qu'on est du côté de la personne ou du côté des faits ? Sur la culpabilité ou l'innocence, ça n'est pas tranché du tout. Et d'ailleurs, c'est assez difficile d'adhérer à ce que dit Goldman lui-même, c'est-à-dire à un moment il utilise un argument d'autorité et même une tautologie, c'est-à-dire je suis innocent parce que je suis innocent. Voilà, il dit même je suis ontologiquement innocent, c'est ontologique, c'est-à-dire je suis en soi, l'innocence c'est quelque chose d'ontologique dans soi, quoi. Donc c'est là-dessus c'est quand même pour moi ça reste malgré tout suspendu. Et bien sûr le film est, alors de son côté c'est difficile à dire parce que c'est une ambiguïté, mais il s'inscrit dans l'équipe de la défense aux côtés du personnage, mais ça ne signifie pas qu'il va pour autant trancher l'affaire, quoi. Alors bien sûr, il a été acquitté pour la question des meurtres uniquement, mais reste quand même une énorme incertitude. Et il y a encore des suites. Enfin, vous avez vu, c'est écrit dans le carton à la fin. Hein, il a été assassiné 3 ans après sa libération. Et même ça, c'est pas encore résolu aujourd'hui. Alors, oui, c'est. Oui, justement. Est-ce qu'on sait, on a une idée de qui l'aurait assassiné ? Ben moi, je sais pas.
Mais je sais pas. Là-dessus, mes connaissances s'arrêtent. Moi, j'ai lu récemment qu'en fait, il y a un type qui a revendiqué en fait cet assassinat il y a quelques années. Je sais plus exactement, mais c'était quelqu'un qui était lié au groupuscule d'extrême droite et apparemment au SAC, qui est l'espèce de truc d'extrême droite fondé sous De Gaulle, je crois. Je sais plus. Enfin. Ou Pasqua, pardon, oui, excusez-moi, Pasqua. Bon, enfin, en gros, des types qui faisaient les basses besognes, et donc il a revendiqué ça dans un livre, il me semble. Après, on pourra toujours dire qu'il n'y a peut-être pas de preuves matérielles, mais en tout cas, il l'a fait juste avant de mourir, quoi. Donc, et c'était, c'était expliqué par le fait que, l'extrême droite voulait se venger, en fait, d'une certaine manière, du fait qu'on ait innocenté ce type d'extrême gauche qui s'était moqué de la police, etc. Donc c'était vraiment lié à ça, quoi. Enfin, d'après ce que j'ai lu. Ça dépasse ma juridiction, là. Non, mais ça accrédite quand même aussi quelque part le fait que la police avait son coupable idéal. Bon, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il était innocent, mais quand même qu'il y avait cette volonté C'est une construction policière, en tout cas, au moment d'établir les témoignages. Ouais. Tout à fait. Ouais. Je voudrais juste réagir sur le fait que vous avez dit que c'était peut-être pas exactement la même configuration que dans le procès. Pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ça met en cause quelque part la vérité judiciaire. Faute de preuves, on ne sait pas. On ne saura jamais. Et même le personnage de Goldman dans le film, quand il dit je sais, c'est une vérité ontologique, parce que je sais, parce que je sais ce que j'ai fait. Peu importe ce que vous disiez, je sais que c'est pas moi qui ai tué. Mais finalement, quand il y a un témoignage de policier il a dit que c'est quand même pas possible que j'ai oublié, que j'étais dans un état, il a quand même avoué qu'il a pu dire ça. Donc, quelque part, même lui-même, on peut dire qu'il n'y sait pas. D'autant plus la justice sans faute de preuve. Donc pour moi, ce qui a gagné dans cette cause, c'est justement faute de preuve. Et c'est ça qui était mis en œuvre, mis en avant dans la plaidoirie de Maître Kiechman. Qu'il n'y avait pas de preuve, c'est que nos biais, quelque part, qui peuvent juger, chacun a ses biais. Le juge comme le témoin, chacun a son point de vue, la mémoire qui est fiable ou pas. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est très juste, c'est que l'institution judiciaire doit construire un récit, en tout cas. Mais ce récit est, on dirait, la résultante de plusieurs... On est dans le domaine de l'intersubjectivité, donc c'est très flottant. C'est très flottant. Donc ça, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses... En fait, le film pose bien plein d'éléments du climat de l'époque. Et je trouve qu'à partir de ce petit lieu de la salle de procès, il arrive quand même à être une chambre d'écho de ce que c'était que cette époque et en quoi elle peut encore résonner avec aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il montre bien à quel point la salle est majoritairement acquise à Pierre Goldman, à quel point c'est quasiment une star à ce moment-là. Il a sorti son livre et il est le chouchou, la coqueluche, on dit dans le film, de la gauche culturelle. Il y a des célébrités qui viennent. Voilà, et ça aussi, c'est une forme de préjugé, quelque part. C'est-à-dire de balance, de biais. La salle est acquise. Ça pèse aussi sur le... Il n'y a pas d'objectivité, en fait. Hein. Alors le procès essaye toujours de rapprocher d'une forme de vérité, de faits objectifs, mais l'objectivité est impossible. C'est en cela que, encore une fois, le film soulève un paradoxe. Bon. Merci d'être resté jusque-là. Merci beaucoup. Et on se retrouve donc le 19 novembre pour Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.